Bonjour, ça y est, c'est la fin. C'est la dernière vidéo de cette série sur les musiques de Star Wars. L'ultime! Alors dommage ou enfin, ça c'est à vous de me dire. Il y a quelque chose de frappant quand on écoute les musiques des 9 films Star Wars. C'est à quel point elles restent cohérentes entre elles d'un point de vue du style, mais sont quand même assez différentes d'une trilogie à l'autre. Et donc on va essayer d'en expliquer quelques raisons. Et on y va! Alors oui, quelques raisons seulement, parce que j'arrive pas à mettre le doigt sur tout ce qui peut expliquer que les trilogies sonnent différemment entre elles. Mais il y a quelques grandes idées que je vais livrer, ainsi que des petits éléments musicaux propres à chaque trilogie. Et le premier aspect fondamental, c'est ça. Les phases atonales, les gammes inhabituelles, la polytonalité, ces éléments musicaux sont bien plus présents dans la trilogie originale. Il y a deux raisons à ça. Premièrement, et c'est particulièrement le cas pour l'épisode 4, l'inspiration de la musique moderne qui développe ces techniques de composition, vues dans la vidéo 2. Ça pouvait servir à donner une ambiance très inquiétante. Deuxièmement, dans l'épisode 4, on décrivait un univers complètement nouveau et exotique. Le désert de Tatooine avec les Jawa, les hommes des sables Tusken, Mos Eisley et ses innombrables aliens, mais aussi le maléfique Empire Galactique dans sa station spatiale inédite dans l'histoire du cinéma et de la science-fiction. Hoth et le Wampa, Dagobah et les marécages mystérieux, la cité des nuages. C'est la raison d'être de la tonalité et des harmonies qui sortent de l'ordinaire dans la trilogie originale. La musique atonale, les gammes hongroises, les gammes diminuées sonnent différemment, plus étranges que les habituelles gammes majeures et mineures, comme les mondes qu'on explore étaient complètement nouveaux à l'époque. Mais plus la saga avançait, plus cet univers nous était familier, la tonalité était moins justifiée. Elle se perd donc petit à petit dans les épisodes de la prélogie. Mais l'autre raison, c'est que la saga a connu une popularité grandissante, donc on a probablement demandé une musique de plus en plus populaire, moins obscure, moins savante dans ses sonorités. C'est l'hypothèse que je défendais en parlant de la musique des Matrix, entre le premier opus et les deux suivants. On est passé sur des morceaux plus riches en gamme majeure et mineure standard, en ne gardant que ponctuellement des effets atonaux. Cette descente de demi-ton toute bête aux cordes graves, c'est archi basique. Et il y a plein d'autres exemples. Mais bon, comme je le disais, on conserve quand même la tonalité ponctuellement, même dans la post-logie, parce que si on demande Big Master Williams, il faut quand même pas qu'il travestisse totalement son style. Voilà, ça c'était les fondements des différences entre la trilogie originale et les autres. Maintenant, on va voir les petits procédés récurrents qui se retrouvent principalement dans une trilogie, mais pas dans les autres. Et on commence par l'origine, la trilogie originale. On
a d'abord ce qui concerne le son lui-même. Les épisodes de la trilogie originale, et particulièrement l'épisode 4, se distinguent des autres par leur son même. D'un point de vue technique, leur enregistrement sonne bien daté, et puis c'est normal, hein. Les micros actuels sont de meilleure qualité que ceux utilisés à l'époque. Mais surtout, on sent bien la proximité des instruments. En fait, on pourrait avoir l'impression que l'effectif de l'orchestre est réduit, mais c'est pas tant le cas que ça. Au début, je pensais que c'était dû au faible budget, 11 millions de dollars, qui avait contraint l'orchestre à un faible effectif. Alors oui, il doit y avoir moins de cordes, un peu moins de bois et de cuivre donc, mais c'est surtout que la salle d'enregistrement était très petite. De plus, les micros sont très proches des musiciens. Déjà, les cuivres font parfois saturer les micros dès qu'ils enlèvent leur sourdine, ce qui ajoute un grain particulier au son. Et surtout, l'étroitesse du studio empêche la moindre réverbération. Tout sonne très sec, et on n'en a pas rajouté au mixage, hein, ça c'est clair. Écoutez ces violons qui ont l'air d'être 5 et juste à côté de nos oreilles. Ou alors cette caisse claire qui est mixée très en avant. Et qui sonne bien différente de celle de la prélogie, sortie plus de 20 ans après, où l'intention musicale était bien différente. Niveau panoramique, on a une répartition stéréo des instruments très marquée qui accentue le placement des instruments dans l'orchestre. Écoutez comment les violons sont très à gauche, tandis que les cuivres sont complètement à droite. Alors c'est mieux avec un casque, mais ça s'entend quand même aussi aux enceintes. C'est plus du tout mixé comme ça aujourd'hui, hein. Même si on entend bien une répartition nette des instruments, l'ensemble paraît plus équilibré puisqu'on n'a plus cet aspect sec dans l'enregistrement. Je rêve d'un nouvel enregistrement moderne de ces BO. Mais bon, ça fait partie de leur charme. Ensuite, les mélodies sont plus originales dans les premiers films Star Wars sortis. De manière générale, les intervalles sont souvent très disjoints, ou en tout cas, on mélange des petits intervalles avec des grands dans une même phrase. Ce genre de traits musicaux semble moins présent dans la prélogie et encore plus anecdotique dans la postlogie. On retrouve aussi une récurrence des cuivres joués en sourdine, des sons caractéristiques qui ne servent pas juste à atténuer le volume sonore, mais bien de transformer le son des instruments, ce qui ajoute une vraie personnalité à l'esthétique. Et on n'hésite pas à assumer à fond ces sourdines, en jouant des mélodies et même des leitmotifs en cuivre avec sourdine. Ça devient plus rare dans la prélogie. Les sourdines sont utilisées mais moins en avant, plus fondues dans la texture sonore d'arrière-plan.
et là encore anecdotique dans la postlogie. La sonorité doit sembler datée, vieillotte et plus d'actualité. Alors il faudrait même presque séparer l'épisode 4 des deux suivants. Un Nouvel Espoir revendiquait une inspiration orchestrale héritée des périodes romantiques et modernes, et donc les procédés typiques qui en découlent, polytonalité, atonalité, accords parallèles, sont bien plus intégrés à l'ADN de la musique. Par conséquent, les accompagnements des thèmes sont plus souvent dissonants. Autre chose, l'orchestration paraît plus lacunaire dans pas mal de passages. Encore une fois, le petit budget avait probablement induit un effectif un poil plus léger. Ça guide forcément la composition. Mais c'est sûrement pas la seule raison. C'est le style de film pour l'époque et l'influence artistique qui devaient conditionner cette esthétique. Là, par exemple, il n'y a que, premièrement, les trombones, puis les corps qui vont jouer leur motif en triolet. 2, les violons et altos qui vont jouer la même ligne de trémolo. Et 3, on a quelques ponctuations de timbales et trompettes. Et c'est tout, le reste est vide. En fait, les références musicales pour la composition de ces premières BO présentaient cette sécheresse assumée qui venait du style russe de Prokofiev ou Shostakovich. Pour une scène d'agression, ça sonne quand même plus vite que ce qu'on aurait eu dans d'autres épisodes. Magnifique transition vers les caractéristiques de la prélogie. Si l'esthétique de la trilogie originale est très fortement liée à la musique savante occidentale, alors oui, savante entre guillemets dans le texte, je sais que la formulation est un petit peu sensible, bref, la prélogie, elle, offre un style un petit peu plus accessible et populaire. Alors déjà, l'effectif orchestral est plus élevé, et ça se sent dans les phases d'action. Il y a plus de voix instrumentales qui interviennent quand l'orchestration de la trilogie originale semblait plus précise et moins fournie. C'est surtout dans la prélogie qu'on a le plus de morceaux d'action éclatants qui regroupent des tonnes de glissando de bois et de cordes, d'interventions caractéristiques des cuivres, des motifs courts et vigoureux de tous les pupitres de l'orchestre, percussions, cuivres, cordes, bois, qui se répondent et se complètent. Il y a même plus de morceaux de ce genre encore dans l'épisode 1 par rapport au 2 et au 3. Dans l'attaque des clones, on l'avait abordé, il y a beaucoup de pistes musicales des scènes finales qui proviennent de l'épisode 1 à cause du planning dense du maître. Ça venait de...
Ou encore... repris de... L'épisode 3 se concentrait sur l'émotion et les enjeux dramatiques pendant les phases d'action. Je pense au combat Anakin versus Obi-Wan. Malgré ça, c'est quand même l'épisode 3 qui dessert une intro d'action musicale orgasmique. C'est aussi dans la prélogie qu'on retrouve le plus d'accents de bois et xylophone avec appoggiature. Ça va, vous suivez ? Tous ces éclats grandioses, riches, complexes, on voulait offrir un spectacle impressionnant dans l'air du temps. D'ailleurs, cette nouvelle vague de films voit l'entrée dans l'arène des chœurs conséquents de 4 voix, soprano, alto, ténor et basse. On avait simplement un petit chœur masculin dans l'épisode 6, notamment pour le thème de l'empereur. Et une intervention de chœur mixte dans l'épisode 5. Mais les voix étaient toujours peu nombreuses et jamais aussi puissantes que dans un gros Duel of the Fates qui revendiquait une approche de messe catholique grandiose. Alors que dans ce passage de l'épisode 6, le propos est différent, les chœurs sont bien plus en retenue, déchirants. Imaginez ce que ça aurait rendu avec un ensemble de plus de 100 voix. Petite parenthèse, tiens, je note aussi que l'épisode 2 propose plusieurs compositions qui mettent en avant des percussions variées, pas forcément coutumières de l'orchestre symphonique. Des tomes de différentes hauteurs, des tomes japonais, des log drums, et beaucoup de bongos cubains, et presque toujours joués sans accompagnement. Et je sais pas pourquoi ce délire autour des percussions dans l'épisode 2. Voilà, fin de parenthèse. Donc voilà, il y a un petit peu plus de phases musicales plus conventionnelles. On reste le plus souvent dans les gammes majeures et mineures traditionnelles par exemple. En tout cas, on les ressent plus. La musique de la prélogie sonne un poil moins étrange que celle de la première trilogie, mais un poil seulement. Et c'est normal, la science-fiction étant maintenant bien établie au cinéma, on explore un peu moins les mystères de mondes inconnus pour se concentrer sur une histoire aux enjeux politiques dans une galaxie très très lointaine, maintenant familière. Et dans la postlogie alors ? J'ai évité d'appeler cette trilogie la nostalgie par respect, mais je comprends l'idée parce qu'elle se retrouve aussi dans la musique. Ces films sont des ajouts non nécessaires à l'histoire que racontaient les 6 films précédents. Voilà, comme ça c'est posé, ils cherchaient à raviver une saga populaire. Il fallait tout miser dessus, et ça passe par la musique. Lord Williams devait y participer parce qu'on l'a vu, son style a une personnalité très forte. Alors on retrouve bien dans la postlogie tous les procédés musicaux qui lui sont chers, hein. Les modes phrygien, dorien, locrien, lydien...
les glissando de bois et cordes, les staccato répétés de cuivre. Et surtout les accords parallèles. Les BO des épisodes 7, 8 et 9 sont toujours aussi dissonantes, voire même plus. L'écriture de beaucoup de passages est plus mesurée, plus épurée ou en retenue. Il y a toujours beaucoup de richesse harmonique, rythmique, orchestrale, mais les morceaux d'action par exemple paraissent plus bruts ou secs. C'est un peu difficile à définir. Les motifs et les mélodies sont moins souvent harmonisés. Typiquement, dans les scènes d'action, on a souvent un schéma récurrent. C'est une pédale de trémolo aux cordes, pour base, par exemple, et par-dessus des interventions brèves de cuivre et de percussion très marquées et bien séparées. Et cette évolution de style était déjà un peu amorcée dans l'épisode 3 de Star Wars. Au contraire de celle de la prélogie qui propose des effusions riches et éclatantes, on l'a vu. Une partition plus foisonnante. Le contexte narratif n'était pas le même entre ces deux périodes de l'histoire de la saga, mais le contexte artistique de la production des films non plus. Si on écoute des œuvres composées pour des films des mêmes périodes, on retrouve des similitudes. Par exemple, la musique de Superman de 1978 va carrément plus ressembler à la BO de Star Wars épisode 4. Les Home Alone, Maman j'ai raté l'avion, les premiers Harry Potter ou Indiana Jones et le crâne de cristal ressemblent plus à la prélogie de Star Wars. Et dans les dernières BO de Williams, Indiana Jones et le cadran de la destinée, sorti en 2023, va clairement se rapprocher de la post-logie de Star Wars. Dans la post-logie, la polytonalité, les phases atonales, les modes et les accords parallèles sont anecdotiques. Ils sont presque posés là, comme ça, un peu forcés. Le style devient presque une caricature de lui-même. Là, on a des suites de quartes ou quintes, les intervalles héroïques par excellence, qui sont ici plus nombreux que quand ils étaient saupoudrés avec parcimonie dans les précédentes trilogies.
Le rythme d'accords en staccato au corps avec ce mouvement mélodique typique est joué un peu gratuitement ici. Il sonne presque mou d'ailleurs. Et puis ça là, c'est trop répétitif par rapport à ce qu'on était habitué à avoir comme motif rythmique dans les épisodes précédents, qui étaient toujours variés, développés, imprévisibles. Écoutez. On a des motifs plus classiques dans les épisodes 7, 8 et 9. On a déjà parlé de celui-là. Mais il y en a d'autres. Ça, c'est un autre exemple d'ostinato qui reste sur des intervalles et une gamme mineure complètement standard. Ou alors ceux-là. On a aussi bien plus souvent des aplats de trémolo de cordes, ce qui est très basique et un petit peu trop simple pour du Willy Boss quoi. En fait, l'ensemble de la musique de la postlogie me paraît moins coloré. Alors là, on est sur des termes qui n'engagent que moi et qui n'ont pas valeur d'absolu, évidemment. C'est peut-être pour ça que je ressens ces interventions des techniques héritées des courants modernes et romantiques comme artificielles, moins en phase avec le reste du style musical hollywoodien actuel qui se veut plus minimaliste et léger. Les procédés convoqués par Williams n'en restent pas moins pertinents, mais la manière dont ils sont intégrés au reste du son des films, je pense au mixage surtout, les empêche de se déployer pleinement et à la composition de prendre le relief nécessaire à son expressivité. On a aussi des mouvements harmoniques typiques de la postlogie, qui sont variés mais qui sonnent propres à ces films, et le principe est toujours un peu semblable. Après un accord mineur maintenu, on ajoute aux basses, souvent au trombone, la note qui est un demi-ton sous la fondamentale de cet accord. Bien sûr, ce procédé existait dans les trilogies précédentes, mais était moins en avant et moins intégré au reste, alors qu'ici, il est vraiment à découvert. Et puis, vous vous rappelez des accords mineurs contenant une sixte mineure ajoutée qu'on entendait souvent dans l'épisode 3 ? L'accord qui formait la base harmonique du motif Battle of the Heroes. Eh bien, ces accords reviennent finalement pas mal dans l'épisode 7 et un petit peu dans le 8. Mais bien sûr, c'est pas pour rappeler ce combat de l'épisode 3.
Autre chose dans cette idée de nostalgie, le réalisateur J.J. Abrams a probablement souhaité un passage inspiré, pour ne pas dire copié, sur le style de Lament de l'épisode 3, connu sous le nom Anakin's Betrayal ou The Great Jedi Purge. Et donc qui a donné lieu dans l'épisode 7 à ce passage. En termes d'instrumentation, d'harmonie et donc de caractère, on est très proche. De la même manière, dans l'épisode 8, on a ça. Et encore dans le 9, comme si cette case à cocher était dans le cahier des charges. Pour terminer, 2 petits détails encore. Dans cette postlogie, il y a des harmonies qui rappellent ces polyaccords suspensifs. Rappelez-vous. Mais il s'agit plus souvent de clusters simples, c'est-à-dire des agrégats de notes très conjointes qui vont être encore plus dissonantes. Et puis on a peut-être un petit peu plus souvent ces petits motifs de cordes en trémolo, souvent graves et particulièrement par les violons alto, qui remplissent un peu des passages calmes et inquiétants. C'est assez typique de ces 3 films ça. Bref, j'ai peut-être donné l'impression que ces nouvelles bandes originales sont moins bonnes, mais pas du tout, hein. Elles nous ont offert un lot de morceaux géniaux. Pour ma part, voici mes têtes d'affiche. Si mes vidéos sortent, c'est un miracle. Voilà, c'est le moment de conclure, et je peux pas éviter un petit résumé. Le truc basique à dire, ça serait que la musique de Star Wars a marqué l'histoire de la musique de film, blablabla, mais on fait pas une dissertation. Mais c'est vrai, elle inspire beaucoup, mais pas vraiment dans ce qui fait sa personnalité profonde. Elle est la continuité évidente des mouvements artistiques des siècles passés, avec une aisance dans l'emploi de l'atonalité, de la polytonalité, la gestion des dissonances et des modes ou autres gammes qui sortent de l'ordinaire. Le mélange entre ces procédés et une approche bien tonale, donc plus accessible, est savamment exécuté. Tous les outils dont dispose 5 Oscars John sont utilisés avec intelligence pour traduire en son ce que montrent les images.
Sa musique est descriptive autant que narrative, et elle ajoute une ambiance unique à cet univers de science-fiction. Je suis tombé un jour sur cette vidéo qui décrit de très nombreux concepts de composition des plus élémentaires aux plus obscurs, et Willy Genius pioche dans presque tous les niveaux de l'iceberg, quand la plupart des autres musiques de blockbuster vont se contenter du premier ou du deuxième niveau. Alors oui, il est un simple héritier de ce style occidental classique et n'invente rien. Mais il a fait sien de nombreux procédés devenus typiques de son langage, si bien qu'il est un des seuls qui s'emploie à perpétuer cette esthétique dans la musique à l'image même de nos jours, face à des BO plus modernes qui perdent cette approche pour aller vers une écriture qui va plus à l'essentiel. Malgré ça, l'évolution du style artistique s'est mise à toucher Papy G, qui se modernise lui aussi, on l'a vu dans la postlogie, où on perd un peu l'essence de ses premières BO. C'est normal que le style évolue, puisque les années ont défilé. Les artistes changent, puisent dans de nouvelles inspirations entre-temps, et les besoins artistiques des films ne sont plus les mêmes non plus. L'avantage, c'est qu'on retrouve autre chose dans la postlogie. Dans le rythme et l'harmonie, notamment, ça reste fou. Et on garde cet orchestre si emblématique, bien sûr. Mais la plus grande force de ces bandes originales sont ces mélodies plus que marquantes. On sait que ce succès découle du film, mais il faut avouer que les thèmes eux-mêmes sont puissants. Ils exploitent tous les fondements esthétiques du style de Williams et offrent des motifs plus que mémorables, et ça dans chaque nouveau film Star Wars qui sortait au cinéma. Chapeau l'artiste. Ça y est, c'est la fin de cette grande aventure. Et oui, alors c'est très drôle parce que moi ces lignes, je les ai écrites déjà il y a plusieurs mois. Actuellement, je suis en train de les réciter face caméra, mais vous allez les entendre encore dans quelques mois, à la sortie de la vidéo. Et franchement, ça fait drôle de savoir que le projet est enfin sorti, quoi. Bon, j'espère que l'attente valait le coup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, mais vous imaginez même pas à quel point je vous remercie si vous avez regardé toutes les vidéos et surtout en entier. C'est incroyable. J'ai hâte d'en discuter avec vous dans les commentaires, donc vraiment je compte sur vous. Je vous remercie également si vous les avez likés, si vous les avez partagés, et puis je vous embrasse, évidemment, enfin, si vous me le permettez. Et je vous retrouve, je sais pas quand, mais bientôt j'espère. Au revoir. J'ai coupé, ouais. Ça tourne. Ça tourne aussi. Et je vous dis à je sais pas quand, mais bientôt j'espère. Au revoir.